We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Cet épisode a une saveur un peu particulière. Peut-être qu'on peut commencer par faire un gros clin d'œil au CHU de Nice qui risque de se marrer en regardant cette vidéo. Mélanie, on est toutes les deux niçoises. On a fait nos 6 premières années de médecine au même endroit et notre internat ensemble à Paris. Sans pouvoir le dater précisément, c'est aussi à peu près au même moment qu'on a éveillé notre conscience écolo-féministe entre l'apaisement de comprendre et la rage de savoir. Qu'on a bâti des ponts entre la justice sociale, la santé environnementale et la lutte nécessaire contre un système patriarcal archaïque qu'on s'échine depuis à réinventer. Assez tôt, toi et moi avons partagé la sensation que dans cet exercice médical qu'on avait tant souhaité, qui nous avait tant coûté, mais qui nous avait aussi tellement offert, il y avait une dissonance. Lise Gilbert parle de Inner Compass, cette aptitude qu'a le corps malgré nous à tirer la sonnette d'alarme de l'inconfort dans une situation que la société considère être normale. Ça non plus, paradoxalement, la médecine ne nous l'apprend pas. Pas assez de temps de qualité avec les patients, mauvaise communication au sein des équipes ou avec les familles, qui amènent de la souffrance au travail et une mauvaise observance dans la maladie. Précarité des moyens publics, cette institution mère qu'on aime tant. Cerveau exsangue jusqu'à, paradoxalement, amener à une diminution globale de l'état de santé, même dans les pays occidentaux, où la recherche est luxuriante et la technologie est de pointe. Toi aussi, tu t'es dit, à un moment donné, que ton rôle de médecin et tes compétences seraient davantage utiles aux êtres humains, bien sûr, mais aux vivants, en général, à une échelle préventive. N'est-il pas en effet plus sensé de vouloir prévenir l'arrivée des maladies plutôt que les guérir ? Alors toi aussi, il y a quelques années, tu as quitté les rangs de l'exercice conventionnel, tu es docteur spécialiste en médecine physique et rééducation, et désormais aussi experte en médecine environnementale, telle que nous allons la définir dans ce podcast. Non sans remise en cause de la norme du statut social, ni à avoir à reprendre de façon informelle des études non diplômantes, au sujet de ce que l'enseignement conventionnel ne t'avait pas appris, les conséquences de la pollution sur la santé des populations. Avec supplément nuit blanche et vaste période d'éco-anxiété, et parfois l'envie de tout envoyer bouler. Aujourd'hui, tu n'as rien lâché, tu es même au cœur de cet exercice de médecine préventive en tant que médecin scolaire du groupe Paris-Est, conférencière et autrice d'un livre qui vient de sortir aux éditions de l'Échiquier, Perturbateur endocrinien, on arrête tout et on réfléchit. Indépendamment du bien fondé de cet essai et de la nécessité absolue pour moi de lui donner le maximum de visibilité, je suis personnellement, et je crois qu'on le partage, hyper émue par le moment qu'on s'apprête à vivre ensemble et, je dois le dire, particulièrement fière de nous. Bienvenue Mélanie dans Onward Fashion, merci d'être là. Comment ça va ? Ça va, je crois qu'on est ému, ouais. Petite dédicace, j'ai lu Professeur Fénichel dans le bouquin, entre autres, mais il y a des gens à qui tu veux faire passer un petit message. Chevalier. Pardon, Chevalier. Mais ça pourrait être Fénichel aussi, ouais. Caste des endocrinologues niçois, ouais. pour remettre du contexte. Ouais. Écoute, peut-être que tu peux commencer par te présenter, c'est la coutume ici. Donc moi, je m'appelle Mélanie Popov, je suis médecin. Aujourd'hui, je suis médecin de santé scolaire. Je viens de publier un livre aux éditions de Rue de l'Échiquier qui s'appelle Perturbateur endocrinien, on arrête tout et on réfléchit. Qui est un livre de vulgarisation scientifique sur les perturbateurs endocriniens et qui justement veut enlever ce côté très technique pour repolitiser ce sujet et faire réfléchir sur les causes des maladies, sur les causes politiques des maladies. En parallèle, j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, qui porte le concept de santé planétaire. Santé planétaire, c'est comment est-ce qu'on
comment est-ce qu'on appréhende la santé dans un monde qui change avec des limites planétaires qui sont en train d'être dépassées. Voilà. Donc avec cette association, on fait le plaidoyer de ce concept dans les espaces académiques, dans les milieux politiques, voilà. Et on fait une veille scientifique aussi. Je suis médecin. J'ai changé de voie professionnelle au sein de ma profession pour, comme tu l'as dit, trouver plus de cohérence dans ma façon de penser la santé des gens. Et je crois que effectivement cet éveil écologique dont tu parles m'a mené jusqu'ici, jusqu'à écrire un livre, jusqu'à créer une asso de santé environnementale, enfin cofondée, parce que j'ai pas lâché et parce que je me suis dit que si je suivais sans cesse des voies académiques et si j'attendais toujours la validation de mes pairs, j'y arriverai jamais, quoi. Quand tu dis j'attendais la validation de mes pairs, sortir du parcours académique, est-ce que tu t'arriverais à dater à quel moment ça a vraiment, tu vois, été dissonant dans ton corps, dans ta tête, au cours de ton cursus médical? Ça a été... ça s'est fait sur 1 an ou 2. Moi, je crois que vraiment, le moment où je peux dater ça, c'est quand il y a eu l'essor des mouvements pour le climat. Donc, 2018, Youth for Climate, Extinction Rebellion, et où j'ai vraiment pris conscience de l'urgence à agir. Et à ce moment-là, je me suis mise à militer et à avoir un activisme climatique dans ma vie personnelle. Et puis, et le reste de mon temps professionnel n'était pas aligné avec cet engagement que j'avais à côté. Et donc, j'ai mis quelques années à faire des ponts entre les deux et à comprendre comment je pouvais lier les deux, être médecin et agir pour la planète, entre guillemets. Et en fait, l'enjeu, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est que, en fait, on fait beaucoup plus pour la santé des gens en se préoccupant de leurs conditions de vie, hein, de comment on habite la planète, en fait. Enfin, je veux pas dénigrer non plus le soin, hein, mais moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir une position un peu plus méta en amont de l'apparition des maladies. Voilà. Et donc, j'ai pris conscience que les maladies, elles n'étaient pas seulement dues au comportement des gens, à la génétique, mais à leur environnement au sens général. Voilà. Et dans cet environnement, il y a les conditions de travail, milieu social, économique, le genre, et puis l'environnement physique, quoi, le climat, la biodiversité et la pollution. Voilà. Et donc ça, c'est des énormes déterminants de santé. Donc, en fait, c'est là que je me suis intéressée à la médecine environnementale. J'avais besoin de comprendre comment l'écologie et l'environnement interagissaient avec la santé et l'apparition des maladies. Donc, j'ai passé un diplôme de médecine environnementale, voilà, à Nice. Et l'année d'après, j'ai passé un diplôme de santé publique parce que c'était clairement insuffisant, quoi, de savoir, ok, les perturbateurs endocriniens, ça fait ça sur la santé. La pollution de l'air, ça fait ça sur la santé. Ça crée des maladies. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, en tant que médecin, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, j'ai ensuite fait un autre diplôme de santé publique pour apprendre à faire des politiques publiques de santé. Voilà. Et de là, j'ai fini par comprendre que vraiment, la santé, c'est politique, quoi. Voilà, je sais pas si ça répond. Ouais, carrément. Est-ce que, pour connaître un petit peu ton cheminement, je sais que ces formations donc diplômantes dont tu parles, elles sont arrivées peut-être assez récemment, mais au départ, quand tu as commencé à t'informer sur ces sujets, comment est-ce que tu as organisé ta veille à la fois en tant que médecin, mais aussi en tant que citoyenne, et comment tu t'es fait une culture là-dessus ? Ok. Alors, j'ai énormément lu de livres, j'ai énormément lu d'articles scientifiques, de revues, voilà. Et puis,
Je me suis reliée avec des gens que le sujet intéressait, principalement des soignants, mais pas que, avec qui on a créé donc cette association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, qui est une émanation d'une asso américaine. Donc le concept s'appelle la Planetary Health. On a décidé de créer cette émanation en France. Voilà. Et avec ces personnes-là, on fait une veille scientifique. Et au quotidien, en fait, on s'envoie des articles, des connaissances. Voilà, on est vraiment dans le partage de savoir. Et ton constat, et peut-être le constat des gens qui ont créé cet asso avec toi, face à, tu vois, à l'état de l'art de l'exercice médical et des connaissances en ce qui concerne la santé environnementale chez les médecins, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux, tu vois, dans les facs, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on n'enseigne pas? Alors, c'est tout récent. Maintenant, depuis l'année dernière, il y a un module obligatoire pour tous les étudiants je crois que c'est en 2e ou 3e année de médecine, sur la santé environnementale, qui a été créé par une médecin rhumatologue qui s'appelle Marine Sarfati, et auquel j'ai participé, où les étudiants apprennent un peu une base de connaissances sur le climat, le changement climatique, les liens biodiversité-santé. Voilà, donc ça, c'est arrivé cette année. Après, à l'initiative de qui, tu vois? Est-ce que c'est... Ouais, à l'initiative de plusieurs soignants. C'est beaucoup Marine Sarfati qui a porté ce projet-là toute seule sur ses petites épaules. Mais donc il y a ça. Il y a aussi au Collège de médecine générale un groupe de soignants qui s'appelle le groupe Santé Planétaire de médecine générale. Ils font de la veille scientifique et ils diffusent des connaissances sur les liens entre santé et environnement. Attends, je réfléchis, parce que du coup, je ne m'attendais pas à cette question. Peut-être que tu peux... Enfin, comment dire? Là, ce que j'entends, c'est que donc, le travail de Marine Sarfati, il a été appliqué à l'échelle nationale. Donc, tous les 2e, 3e années ont cet enseignement, ce qui est déjà énorme. Le groupe de MedG dont tu me parles, ça concerne du coup déjà des spécialistes en médecine générale, donc c'est un pourcentage seulement des futurs doctorants. Donc ça reste quand même hyper épisodique comme enseignement. Ça reste un enseignement épisodique, en sachant que en médecine, l'intérêt sur les liens entre écologie et santé, ils sont d'abord en premier lieu tournés vers l'impact carbone du système de santé. Voilà, sur ce versant-là. Et ça a été porté beaucoup par les anesthésistes, parce que les gaz anesthésiants ont un pouvoir réchauffant d'émissions extrêmement important. Et donc en médecine, quand on parle d'écologie, c'est beaucoup ça qui apparaît, quoi. C'est c'est la vision carbonocentrée, quoi. Alors elle est importante, parce que le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre en France au total, à ce secteur. Donc c'est énorme, et il faut diminuer l'empreinte du système de santé sur l'environnement. Mais bon, un moyen de diminuer l'impact du système de santé, c'est aussi de prévenir la maladie, quoi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire qu'il y a la corrélation, le lien de causalité entre l'aggravation aussi de l'état de santé général lié à l'aggravation des conditions climatiques, il n'est pas établi. On a une considération très chiffrée de la réduction des émissions, etc., dont tu parles, mais c'est vrai que dans la tête d'un médecin, c'est plus compliqué de comprendre qu'il y a plus de pathologies liées au climat chez les populations précaires et pourquoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, les chiffres, ils sont là. La pollution globale, c'est le plus gros déterminant de la santé. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Oui. Devant le tabac, devant l'alcool. Donc ça, on le sait, c'est reconnu. Après, est-ce qu'on l'apprend? Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans les facs, on apprend ça en médecine. Je sais plus ce qu'on disait. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi il n'y a pas plus de recherche à ce sujet? Alors, disons que c'est beaucoup plus confortable de faire de la recherche sur des déterminants de santé uniques et faciles à étudier, comme
comme le tabac, voilà, comme fumer, comme manger trop gras. Voilà, c'est des choses qui sont faciles à mettre en évidence, avec des dosages biologiques faciles à faire. Le taux de cholestérol est trop important, et de regarder ce que ça donne comme maladie. Et ensuite, on peut pointer du doigt le comportement des gens. Tandis que mettre en évidence un effet sur l'apparition des maladies, du climat, de la perte de la biodiversité et de la pollution de l'air ou pollution chimique, c'est extrêmement compliqué. Parce que ce sont ils donnent des maladies qui sont, on va dire, génériques. Voilà, elles participent à l'apparition des maladies cardiovasculaires, du diabète, des troubles respiratoires. Mais on ne peut pas dire... voilà, tel polluant exactement a tel effet sur la santé. On peut, avec des molécules qui sont très très cancérigènes et une exposition aiguë à un temps T, par exemple l'agriculteur qui utilise un pesticide et qui dose trop et qui se prend une inhalation de pesticides et qui va développer une leucémie plus tard. En pratique, c'est pas ça. Les populations ont une exposition chronique à plein de choses qui vont donner certaines maladies. Voilà, c'est très compliqué à mettre en évidence. Donc la recherche coûte beaucoup d'argent. Il faut la mener sur des grosses populations. Et voilà, il y a plein de raisons, quoi. Et puis en plus, après, derrière, il faut dire, bon, bah, l'air est trop pollué, il faut faire des politiques pour diminuer la pollution. Et ça, c'est politique, en fait. La recherche, elle est orientée politiquement. C'est des choix. Quand tu dis la recherche coûte beaucoup d'argent, c'est à qui ? C'est la recherche publique. Hein, c'est nous, hein, c'est nos deniers. Donc, voilà. Après, il y a des recherches aussi qui sont menées par les industriels qui font leurs propres recherches. Voilà, et c'est souvent ces études, ces deux types d'études qu'on met en balance quand il y a des lois à faire, surtout au niveau européen. Bon, après, on va rentrer dans la discussion des groupes d'influence et des lobbies. On peut. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, que les industries orientent la recherche publique, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps. L'origine, avec on se rappelle de l'industrie du... On se rappelle de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, les industriels avaient mené des recherches pour montrer non pas que le tabac donnait du cancer du poumon, mais que le cancer du poumon avait d'autres origines, comme la pollution de l'air. Donc c'est marrant parce que c'est finalement les industriels du tabac qui ont permis de montrer que la pollution de l'air avait un effet sur la santé. Parce que c'est des stratégies du lobbying, c'est les 3D, c'est deny, delay et dominate. Donc deny, c'est nier, non, le tabac c'est pas du tout mauvais pour la santé. Delay, c'est gagner du temps. Et dominate, c'est dominer le débat en noyant le poisson, en créant du doute autour et des controverses autour du sujet. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est clairement le cas, quoi. C'est on n'est pas sûr, c'est pas prouvé et c'est compliqué et voilà. Enfin, c'est comme pour le tabac, comme pour l'amiante, comme pour je sais plus quoi. Mais voilà. Ouais. Ouais, ce qui est difficile, c'est qu'en plus, l'exercice des lobbies, il est multipartite. Tu as à la fois les lobbyistes du plastique, par exemple, qui n'ont aucun intérêt à ce que des recherches soient financées pour étudier les perturbateurs endocriniens. Mais tu as aussi l'industrie pharmaceutique qui est quand même contente de sortir des molécules qui permettent de traiter des cancers parce que ça rapporte plus d'argent, ce que l'État ne réalise pas, souvent en tout cas dans un système comme le système de soins français, c'est que le coût de la morbimortalité, il est peut-être pas supérieur, mais il est aussi immense. Et donc, c'est enrichir l'industrie d'un côté et appauvrir, creuser le trou de la sécu de l'autre. Ouais, c'est pour les perturbateurs endocriniens, le coût de l'inaction, il est énorme. Juste à l'échelle de l'Europe, c'est, je crois, 153 milliards d'euros par an en coûts de santé, direct et indirect, dû aux perturbateurs endocriniens. C'est monstrueux, quoi. Est-ce que tu pourrais expliquer ce pourquoi c'est
un problème global de santé publique, finalement, cette absence de formation du corps médical? Ouais. Alors, parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas porter une voix et défendre la santé. Donc, l'ignorance des soignants quant aux conséquences sur la santé des déterminants environnementaux et des changements environnementaux globaux, elle mène à une absence de prise de position publique et politique des soignants. Mais ça, les soignants, ils n'ont plus l'habitude de sortir de leur cabinet pour porter une voix sur, par exemple, le cancer du sein, par exemple. Le cancer du sein, on se trompe de combat. Le cancer du sein, il y a une grosse partie qui est déterminée par la pollution. Voilà, on le sait. Et cancer du sein, c'est très technicisé, quoi, en France en tout cas. Et puis c'est noyé dans Octobre Rose, avec cette espèce de glamourisation de la maladie, alors que non, quoi. L'action à mener, elle n'est pas dans mettre un petit pins sur sa veste, quoi. C'est non, il faut sortir du cabinet et dire, mais attendez les gars, l'augmentation du cancer du sein chez les femmes jeunes, en fait, on commence à comprendre que ça vient de la pollution, donc peut-être il faudrait diminuer la pollution. Mais les soignants, ils sortent pas de leur cabinet. Ils sont pas très peu politisés. Et d'ailleurs, dès qu'on commence à utiliser le mot politique entre nous, entre médecins, ça fait peur, quoi. C'est parce que à la tête des médecins, politique, ça veut dire partisan, orienté. Donc c'est clivant, c'est de gauche ou c'est de droite. Politisé, bon, il va falloir prendre parti, quoi. Alors que la santé, c'est transpartisan. Hein, c'est politique et c'est transpartisan, quoi. Et ça fédère tout le monde. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que les soignants, à un moment, puissent être comme les lanceurs d'alerte pour le climat, comme les scientifiques pour le climat qui ont, voilà, quoi, qui sont sortis de leur laboratoire et qui ont commencé à alerter tout le monde. Nous, les soignants, on pourrait faire la même chose, quoi. C'est de même ordre de grandeur. Attendez, là, les gens vont pas bien, ils sont en mauvaise santé, il y a une explosion des maladies chroniques, le risque de crise sanitaire, voilà, la santé mondiale, elle peut être menacée à tout moment par la fonte du permafrost. Voilà, les boucles les tipping points, les boucles de rétroaction, les machins. 50 degrés, Paris, 50 degrés en 2050. Ça va être, c'est des choses qui vont être possibles. On ne sait pas comment on va faire pour prendre en charge tous ces gens, quoi. Oui. Dans des hôpitaux déjà saturés, avec un système de santé qui se casse un peu la gueule. Voilà, faut se préparer. Ouais. Je me rends compte à quel point, tu vois, a posteriori, tu parlais de lanceurs d'alerte, mais dans nos études et dans notre parcours, dans notre exercice, il y a en tout cas, j'ai eu des fenêtres, des arrêts sur image, tu vois, avec des épiphanies de what the fuck, et de façon extrêmement illustrée. Tu parlais de cancer du sein. Je me rappelle de ce diagnostic chez une jeune femme de 45 ans à qui, avant d'expliquer son protocole thérapeutique, on avait filé la liste précise de tout ce qu'elle devait éviter dans le commerce et qu'il valait mieux qu'elle ne consomme pas. Et je te parle de crème Nivea, de je sais pas quel shampoing et de tous les potentiels exposants à des perturbateurs endocriniens qui favorisaient un cancer hormonodépendant. Et tu te dis, mais attendez les gars, est-ce que ça, c'est pas un truc qu'il faudrait filer à toutes les meufs et aux industriels en leur disant maybe ce serait bien d'éviter de foutre ces choses-là dans vos produits parce que on va se taper des séries de cancers et on n'en a pas encore idée. Et c'est vrai que de la même manière, et sans parler directement du sujet du jour, mais ne serait-ce que la nourriture à l'hôpital. Quand tu considères que c'est la première médecine du corps et que tu vois la tronche des plateaux dans des barquettes en plastique réchauffées au micro-ondes avec je sais pas combien d'additifs qui permettent de faire en sorte que le truc va rester dans les normes de sécurité sanitaire de la bouffe, quoi. C'est absurde. Ouais, puis en plus, ça suit des recommandations nutritionnelles qui sont un peu aussi old school, quoi. C'est-à-dire que l'alimentation saine et durable,
Je sais pas, tu as déjà entendu Les 3 parler de ça. produits laitiers par jour. Voilà, voilà, 3 produits laitiers par jour. Non, mais ça, c'est un délire, quoi. Merci les lobbies. Ah ouais. Les lobbies du produit laitier, ils sont forts, hein, franchement. Tu te rappelles de la pub produit Ils sont laitier nos amis pour la vie. Non, les sensations pures. Ouais, ouais, franchement, t'es super sexy quand tu bois du lait et que genre, ça déborde un peu. Ils ont réussi à foutre une nana dans la pub et faire en sorte qu'il y ait une allusion sexuelle. Ouais, c'est trop fort. Au secours. Dernière question avant qu'on aborde la question vraiment du jour des PE, perturbateurs endocriniens donc. À quel moment tu as capté que la question de santé publique qu'on vient d'évoquer, elle concernait aussi les entreprises et leurs responsabilités et de fait que toi, tu pouvais avoir une voix auprès de ces industriels. Ouais. Alors, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais prendre les perturbateurs endocriniens. Voilà. Une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et qui peut agir. Donc, on peut faire des choix individuels, changer ses habitudes de vie pour être moins exposé à la pollution chimique. Bon. Mais il reste une partie non négligeable d'exposition subie contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de 2 choses. On a besoin de lois qui nous protègent et on a besoin que les industriels se responsabilisent par rapport à ce qu'ils mettent dans les produits, à ce qu'ils relarguent dans l'environnement. Voilà. Et moi, je pense que l'action pour la santé, l'action climatique, il y a une responsabilité des personnes qui sont bien placées pour agir. C'est-à-dire que plus tu as une place plus tu as du pouvoir d'agir, plus tu as une place élevée dans la société, tu es dirigeant d'entreprise, tu es parlementaire, plus tu as, et même médecin, plus tu as le temps de t'éduquer, de lire, d'avoir des connaissances sur les sujets, et plus tu as une responsabilité planétaire, quoi, une responsabilité pour la santé, quoi. T'es à la bonne place pour agir, mon gars, t'as plus d'excuses là, tu sais, et la santé, c'est collectif. L'écologie, c'est collectif aussi, quoi. On habite tous dans le même monde. Toi, quand tu fais ça, quand tu relargues des molécules de synthèse qui te donnent des maladies, tu as une responsabilité dans la santé des gens. Donc moi, je suis en bout de la chaîne et dans mon cabinet, je vois des gens qui sont malades. Je vois des enfants qui sont obèses, qui sont autistes. Moi, je peux pas agir toute seule dans mon petit cabinet, en fait. Il faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. Donc, voilà, parler aux dirigeants d'entreprise et leur expliquer ça, je sais pas, est-ce que ça a un effet ou pas, mais en tout cas, leur dire, en fait, on est tous et toutes soignants. On peut, le maraîcher bio, il a une action sur la santé, peut-être plus que le médecin. Le dirigeant d'entreprise qui change ses pratiques pour des pratiques plus saines et plus durables, il a une action sur la santé des gens. Donc voilà, plus d'excuses, quoi. Alors, je te propose que pour justement s'adresser à ces personnes qui nous écoutent, on reprenne les bases sur la question donc, des perturbateurs endocriniens avec peut-être un petit cours d'endocrino illustré, mais tout simplement commencer par ce qu'est une hormone, comment ça fonctionne et si tu peux l'illustrer. Alors, une hormone, donc quand on dit perturbateur endocrinien et hormonal, c'est un synonyme. Voilà, déjà. Donc on parle de quelque chose qui va perturber le système hormonal. Pour comprendre les effets sur la santé, il faut savoir à quoi ça sert une hormone. Une hormone, c'est une petite molécule qui est produite par un endroit du corps. Donc il y a plusieurs endroits dans le corps qui produisent ces molécules. Et on peut peut-être les nommer, ces endroits. Ouais, bien sûr. Il y a le cerveau. Voilà. Donc il y a une petite glande dans le cerveau qui s'appelle l'hypophyse, qui va sécréter des hormones. Il y a les testicules, les ovaires, le pancréas, le tissu graisseux aussi sécrète des hormones, la thyroïde. Voilà. Et donc ces hormones, on les appelle œstrogène, testostérone, je sais pas moi, mélatonine, insuline. Voilà, tout ça, ce sont des hormones. Et donc ces hormones sont des messagers qui vont voyager dans le sang et vont aller délivrer un message à un autre endroit du corps. Voilà. À quoi ça sert ? Alors, quel type de message ? Par exemple, les hormones, en fait, elles sont super importantes quand on est un fœtus. À plusieurs stades de la vie, elles sont importantes. Donc, le stade fœtal, quand on est un bébé, pendant la petite enfance, la période pubertaire. Mais surtout, quand on est un fœtus, pendant que nos organes sont en cours de fabrication,
ce sont les hormones en fait qui vont venir donner le signal de la fabrication des organes et qui vont permettre le bon développement du système nerveux, de la régulation du sucre, et les choses vont se mettre en place pour toute la vie. Donc, si à cet instant, c'est 2-3 jours où notre corps est programmé pour réguler le sucre de telle ou telle façon, si à ce moment-là, on vient perturber le message, on va pouvoir avoir un diabète 30 ans plus tard. Voilà. Et c'est des doses infimes d'hormones qu'il faut pour donner un message. En gros, c'est l'équivalent d'une goutte d'hormones dans une piscine olympique. Voilà. Donc c'est pour ça que les perturbateurs endocriniens, ils sont nocifs même à toute petite dose. Voilà. Ouais, on va voir la notion effectivement d'effet seuil qui existe pas vraiment. Donc ce qu'on comprend, c'est que à tous les stades de la vie et pour plein d'organes différents, plein de fonctions différentes, les hormones ont un rôle. Tu parlais de grandes étapes du développement, de l'organogénèse, mais c'est aussi au quotidien juste la satiété, le sommeil, la reproduction. Enfin, c'est vrai que l'entièreté des fonctions du corps humain sont régulées par des hormones. Complètement. À quel moment on découvre un caractère perturbateur? Et aussi, peut-être, est-ce que tu peux nous dire ce qui perturbe? Parce qu'on a parlé de la pétrochimie, mais il y a d'autres circonstances qui ne sont pas liées à la pétrochimie, qui font qu'on peut perturber le système endocrinien. Donc, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent être soit liés à des substances synthétiques fabriquées par l'homme, hein, donc comme des produits issus de la pétrochimie, le plastique, les pesticides, ou alors ça peut être aussi des substances naturelles. Certaines huiles essentielles, le soja, les phytoœstrogènes contenus dans le soja. Il ne faut pas arrêter de manger du soja, par contre. Il faut juste pas en manger énormément. Mais même le travail de nuit, par exemple, est un privation de sommeil. Voilà, privation de sommeil. C'est un perturbateur endocrinien et c'est pour ça que on a découvert que les femmes avec un travail de nuit avaient plus de cancer du sein. Voilà. Parce que la privation de sommeil va déréguler le chronofonctionnement, je ne sais plus comment ça s'appelle, des organes. Voilà. C'est reconnu d'ailleurs comme maladie professionnelle. C'est reconnu comme maladie professionnelle. Voilà. Et puis il y a aussi des métaux lourds qui sont perturbateurs endocriniens, comme le mercure, par exemple, le cadmium. Voilà. Donc ça peut être des substances naturelles ou de synthèse, mais globalement, ce qui nous impacte dans notre santé, c'est plutôt les molécules de synthèse. Voilà. Et donc, est-ce qu'on sait à quel moment, tu vois, dans l'histoire de la science, on a découvert le caractère perturbateur? Alors, il y a pas mal de temps maintenant. Rachel Carson, 1962, a publié son livre qui s'appelle Silent Spring, donc Printemps silencieux, où elle avait constaté des anomalies de reproduction dans la faune américaine, et notamment chez l'aigle, l'emblème américain, quoi. L'aigle, je sais plus quoi, le pirargue à tête blanche, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc ça a fait un effet un peu waouh chez les Américains, quoi, parce que c'était l'emblème des États-Unis. Et puis sa population disparaissait. Haute symbolique. Voilà, vraiment. Et elle a sorti son livre qui est extrêmement bien écrit. Vraiment, je vous recommande la lecture. C'est documenté. Et puis c'est une écriture qui est très poétique où elle donne ses conclusions et elle dit mais pourquoi les oiseaux arrêtent de chanter, quoi? Pourquoi les populations d'oiseaux disparaissent? Et donc elle a corrélé ces problèmes de cette diminution de population de la faune avec des troubles de la reproduction et avec les pesticides, voilà, qu'on arrosait. Et qui étaient particulièrement concentrés dans cet espace. Et c'est ça. Voilà. Et donc et puis après, par la suite, dans les décennies qui ont suivi, il y a d'autres scientifiques, d'autres biologistes qui ont dit mais attendez, mais si les mammifères, ils ont des problèmes de santé à cause des pesticides et d'autres produits chimiques, mais nous aussi, on est des mammifères, en fait. Nous aussi, on est des animaux. Voilà. Et donc, petit à petit, il y a eu un consortium, on va dire, de plein de scientifiques différents, des endocrinologues, des biologistes, des toxicologues, qui se sont réunis et qui se sont posés autour d'une table et qui se sont dit, attendez, il y a des trucs là qui se passent. Les maladies qui augmentent, il y a des trucs.
Et donc, c'est la conférence de Wingspread en 1991 qui a vu se mettre en place cette réunion de scientifiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé le terme de perturbateur endocrinien. Voilà. Et qu'il y a eu une définition. Voilà. On voit que, on a commencé par dire que la recherche était complexe à financer, que le lien de cause à effet, je suis exposé à tel facteur, à telle dose, je développe telle maladie, était compliqué à démontrer. Et ici, on comprend que c'est parce qu'il y a une diversité donc des hormones et de leurs actions sur une pluralité d'organes, et que aussi il y a des sources d'exposition qui sont massives, multiples, variables en fonction de la géographie, du moment de vie, etc. etc. Est-ce que tu peux nous parler au quotidien aujourd'hui, ça va être un peu le moment flippant, mais des principales sources d'exposants, peut-être nous faire la journée type de l'exposition au PE, tu vois. Accrochez-vous. Tu veux que je te lise mon petit passage du bouquin? Écoute, absolument. Je pense que c'est le meilleur. Mais il faut pas que les gens éteignent leur radio là. Non, je pense que déjà, les gens n'ont plus de radio. Faut que j'arrête de dire ça. Sur Unward, on a tendance, mais The Good Goods en général, à jamais laisser les gens les bras ballants une fois qu'on a fait des constats. Ouais. Tu sais, les évidences sont des commencements. Ensuite, on propose des solutions. Enfin, alors, on essaye. Donc, là, je vais lire un petit passage de mon livre où j'ai essayé de décrire une journée type pour montrer à quel point on baignait dans une soupe, dans un cocktail de produits chimiques avec un potentiel de perturbation endocrinienne. Et ça fait un lien aussi avec ce que tu disais sur la recherche. Les perturbateurs endocriniens, ils sont synergiques entre eux. Alors que quand on teste une molécule pour savoir si elle est dangereuse pour la santé, on fait les unes après les autres. Est-ce que les phtalates, c'est dangereux pour la santé? Alors on regarde, machin. Mais en fait, c'est pas les phtalates. Enfin, c'est un peu les phtalates, mais c'est surtout les phtalates quand ils sont mélangés à du parabène, à du bisphénol. Et puis surtout, il n'y a pas de population témoin. Il y a pas. Bon. Alors attends, ça c'est hyper important. Non, peut-être maintenant pour expliquer cette histoire de population témoin. En fait, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'au-delà du lobbying, du coût de la recherche, etc., il y a quand même une dimension éthique de la recherche sur les PE qui est insoluble parce que de façon éthique, tu peux pas dire je vais prendre une population A, ne pas l'exposer, et une population B et la surexposer, et attendre de voir s'il y a des enfants qui ont un hypospadias, des femmes qui n'arrivent pas à se reproduire, ou des cancers du pancréas. Donc il y a quand même ce truc qui ancre les constats a posteriori systématiquement. Et on sait que la recherche rétrospective, elle est toujours moins forte en termes de preuves scientifiques. Ça, c'est important de l'expliquer. Je veux bien peut-être que juste avant de lire le passage, tu nous parles de ce que tu as mentionné sans dire le mot, la bioaccumulation. Tu disais il y a une synergie de l'action des PE. C'est quoi la bioaccumulation? Alors la bioaccumulation, c'est le fait que certains perturbateurs endocriniens sont lipophiles, ça veut dire qu'ils aiment le gras, et ils vont aller se nicher dans la graisse des animaux, donc de nous, mais aussi des poissons, etc. Et donc, il y a une accumulation tout au long de la chaîne alimentaire. Et donc les petits poissons sont mangés par les gros poissons, etc. Et donc le gros poisson, il finit par avoir plein de perturbateurs endocriniens dans sa graisse. Et nous, quand on mange du thon, on mange plein de perturbateurs endocriniens. Et après, ça va dans notre graisse à nous et ça se stocke. Et puis, c'est relargué un peu tout au long de notre vie. Et quand on perd du poids, c'est pour ça qu'il est déconseillé de perdre beaucoup de poids avant de débuter une grossesse. Ouais. Notamment pour les chirurgies bariatriques. De l'obésité, on déconseille de tomber enceinte dans les 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on va perdre 40 kilos d'un coup, et donc, paf, on va relarguer plein de perturbateurs endocriniens dans le sang, et si on tombe enceinte à ce moment-là, les perturbateurs endocriniens, donc ils passent la barrière placentaire, donc ça veut dire qu'ils se retrouvent dans le liquide amniotique, et donc le bébé, il baigne dans une petite soupe de plastique, et c'est pas bon pour son développement. On renvoie à l'étude qui s'appelle Plasticenta, qui avait montré qu'effectivement, il y avait des microparticules de plastique nichées dans les endomètres et dans les utérus en général, des femmes notamment qui venaient d'accoucher. Sur ce, déroulons la journée type. Alors, pour mieux se rendre compte du nombre de fois où l'organisme agit comme une interface avec l'environnement et est potentiellement exposé à des PE, perturbateurs endocriniens, il faut se figurer une journée ordinaire. Le réveil sonne sur votre smartphone.
Son écran, que vous avez cassé hier, libère du cadmium. Vous quittez le matelas à mémoire de forme en mousse polyuréthane, traité au retardateur de flamme bromé, à propriété ignifuge, et au formaldéhyde, action anti-moisissure et antibactérienne. Dans la salle de bain, gel douche, shampoing, après-shampoing, déodorant, dentifrice, crème hydratante et maquillage déroulent leur cortège de triclosan, parabènes, benzophénone, alkylphénol, siloxane, qui font mousser, conservent, émulsifient, parfument ou détruisent des bactéries. Vous mettez vos lentilles de contact composées de substances per- et polyfluoroalkylées, les PFAS, et vous vous dirigez vers la cuisine. Vous allumez votre bouilloire électrique en plastique qui relâche son bisphénol A à la faveur de la chaleur tout en vous préparant un œuf au plat. En 2023, une alerte a été lancée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France à propos de la contamination des œufs de poule domestiques par des furanes, des dioxines, des PCB et des PFAS aussi. Ça, c'est plus récent, c'est pas marqué dans mon livre parce que ça vient de sortir. Donc, vous vous préparez un œuf au plat dans une poêle en téflon. Il pleut. Vous enfilez un imperméable déperlant traité au perfluoré. Vous allez travailler à vélo et rouler le long des bouchons en respirant gaz d'échappement, particules fines et même pesticides charriés par le vent. À la faveur d'une reconversion professionnelle, vous êtes employé actuellement chez un fleuriste pour apprendre le métier. Vous passez une lingette nettoyante aux muscles de synthèse sur le plan de travail. Puis, vous attrapez un bouquet et plongez le nez dans ces magnifiques roses jaunes gorgées de produits phytosanitaires. Cultivés dans une lointaine région moins regardante que l'Europe sur la réglementation horticole. Vous appelez un client en mâchouillant les composés reprotoxiques d'un stylo à billes. Le midi, vous réchauffez au micro-ondes vos lasagnes maison dans un contenant en plastique qui contamine alors votre repas au bisphénol pendant que votre patron déguste une pizza au fromage garnie avec les polluants éternels qui tapissent l'intérieur anti-graisse de l'emballage en carton. Il est 13h. Vous souriez. Le test de grossesse réalisé ce matin avant de partir est positif. Voilà, donc cette histoire, elle illustre l'exposition massive et néanmoins ordinaire d'une femme en début de grossesse à de très nombreux produits chimiques alors que l'embryon qu'elle porte est en train de former ses principales structures et fonctions. Ok, alors je vais essayer de rebondir là-dessus, positivement. Je trouve que c'est un bon moyen d'introduire la notion d'exposome, de l'expliquer et de nous parler un petit peu de son rôle, dont tu as aussi, que tu as mentionné, pareil, sans le nommer au début de l'épisode, en te disant que en tant que médecin dans ta formation, on t'avait pas appris à prendre conscience de ça. Ouais, alors l'exposome, c'est tout ce à quoi on est exposé de notre conception jusqu'à notre mort et qui va avoir une influence sur notre santé. Voilà. C'est un champ disciplinaire qui est très récent en fait. Voilà. Parce que pendant des années et des années, on s'est surtout intéressé au génome. Voilà. Et donc à ce qui crée les maladies, aux problèmes génétiques qui créent des maladies. Là, alors l'exposome, je peux l'illustrer par un autre concept qui s'appelle la DOAD. Donc la DOAD, c'est l'origine développementale de la santé et des maladies. Donc c'est Developmental Origin DOAD. On trouvera l'acronyme. Voilà, c'est ça. Et la DOAD, c'est quoi? C'est des chercheurs qui ont montré que certaines maladies apparaissaient de façon différée si le fœtus avait été exposé dans le ventre de sa mère. Voilà. Et c'est notamment un chercheur qui avait montré que les enfants avec des petits poids de naissance qui étaient nés pendant une famine, je ne sais plus dans quel pays, aux Pays-Bas, je crois, en 1945, ces mêmes enfants-là, ils mouraient beaucoup plus de maladies cardiovasculaires 50 ans plus tard. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'un fœtus avec un petit poids de naissance, c'est un fœtus qui a souffert pendant son développement. Oui. Voilà, donc ça c'est la DOAD, c'est dire il y a des maladies qui apparaissent de façon différée à cause d'une exposition fœtale. Et ça, c'est lié à des mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Donc ça, c'est très important pour
comprendre comment les perturbateurs endocriniens donnent des maladies de façon différée. Donc, c'est une particularité mécanistique des perturbateurs endocriniens, c'est l'effet différé. C'est que alors, comment... En plus de l'effet direct, En pour plus, qu'on comprenne bien, mais donc tu as un effet direct de l'exposition. Ouais. Ok, il y a tel PE et qui donne potentiellement telle maladie, mais il y a donc cette notion de trouble d'apparition différée qui est particulièrement, enfin qui est spécifique au PE. Qui est spécifique au PE parce que les PE vont modifier l'expression des gènes. C'est ça l'épigénétique. Un problème génétique, c'est... alors, il faut juste savoir ce que c'est les gènes, en fait, pour comprendre l'épigénétique. Les gènes, c'est, dans mon livre, je prends l'exemple de la partition de musique. Voilà. La génétique, c'est ça, c'est la partition de musique où sont inscrits tous les petits détails de comment vont fonctionner nos cellules. L'épigénétique, c'est comment le pianiste va interpréter la partition. Voilà. Donc, c'est l'expression des gènes. Et les perturbateurs endocriniens, ils modifient l'expression des gènes. Ils ne modifient pas le gène, mais ils modifient l'expression des gènes. Et ça, ces marques épigénétiques, elles peuvent être transitoires, mais elles peuvent être aussi transmissibles et héréditaires. C'est pour ça que l'effet d'un perturbateur endocrinien peut être transgénérationnel. Et que des gens qui n'ont jamais été exposés dans le ventre de leur mère, donc les petits-enfants, peuvent développer des maladies à cause de l'exposition de leur grand-mère aux perturbateurs endocriniens. Et c'est l'histoire du Distilbène. Voilà, ce médicament qu'on a donné à plein de femmes enceintes dans les années, je ne sais plus combien, 40 je crois, qui a fait des cancers du vagin absolument terribles chez les petites filles, puis qui a été interdit. Et en fait, on se rend compte que les descendants de ces femmes exposées sont encore malades de ça, quoi. Sont encore malades de leur exposition au Distilbène, avec tout un cortège de maladies très caractéristiques des perturbateurs endocriniens. Des troubles de la reproduction, des malformations génitales, des troubles du neurodéveloppement, plus d'autisme. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre mécanisme. C'est effet différé, effet transgénérationnel aussi. Et ça illustre bien cette notion justement d'effet seuil qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes de ta vie où tu es plus ou moins considéré fragile, enfin en tout cas dans un état de vulnérabilité comme la grossesse, tu vas être plus ou moins réceptif à une exposition, qu'elle soit de grande ou de petite quantité, versus quand tu es une personne... avec une immunité fonctionnelle, tu peux être exposé à des grosses doses à un instant T et finalement ne jamais avoir de symptômes ou de conséquences. Et ça, c'est plutôt rassurant en fait, parce que bon, là, après avoir lu La journée type extrêmement angoissante, il y a quand même des raisons de pas paniquer. Faut un peu paniquer, mais pas trop. Et donc, l'existence de cette période de vulnérabilité ou de susceptibilité, on dit aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler les populations vulnérables à protéger. Les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les enfants en période pubertaire. Et en France, il y a des politiques publiques pour ça. Hein, c'est très bien formulé. Santé publique France a appelé ça les 1000 premiers jours de vie. Il y a un site internet d'ailleurs, donc c'est Santé publique France qui a fait ce site internet qui s'appelle Mes 1000 premiers jours, je crois, ou les 1000 premiers jours. Où il y a plein de recommandations et de conseils à destination des parents pour protéger cet enfant pendant ces 1000 premiers jours de vie, en sachant que les 1000 premiers jours, ça commence dès la conception. Ouais. Voilà. C'est quoi les principaux modes de contamination ? On a parlé donc du placenta, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La peau, le sang ? Ouais. Alors, il faut savoir que notre corps, c'est une interface avec l'environnement, par différents biais, différentes voies d'exposition, la respiration, la voie alimentaire, digestive, la peau. Donc ça, c'est les principales. Et puis bon, après, il y a, pour les bébés, il y a le placenta et la voie aussi, l'allaitement, quoi. Voilà. Et il y a aussi la voie intraveineuse. C'est aussi
une petite mauvaise nouvelle, mais c'est les tubulures. Les tubulures, il y a plein de phtalates dedans, parce que le phthalate, c'est super. Donc les tubulures sont les petits tuyaux transparents qu'on utilise pour lier une poche de médicaments ou de sérum physiologique à l'hôpital, directement aux veines des patients, n'est-ce pas? C'est ça. Mais c'est grâce aux phtalates que les tubulures, elles sont pratiques et que ça fonctionne bien, en fait. Sûr. Donc c'est un dilemme. Je dirais, alors, pour rebondir sur le « faut s'inquiéter, mais pas trop », effectivement, à date, pour moi, ce qui est inquiétant, c'est pas encore tant les conséquences sur la santé, bien qu'elles existent, c'est plutôt le fait que ça fait 80 ans qu'on joue à l'apprenti chimiste et que les conséquences, on en connaît pour l'instant un ersatz. Et qu'à mesure que la recherche avance, on se rend compte que non seulement c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait, mais qu'en plus, l'exposition ne diminue pas du tout. Et ça, en revanche, c'est très inquiétant. Ce qui m'amène à une très bonne transition vers le focus industriel, les vêtements et le textile, et la responsabilité de ce qu'on appelle les metteurs en marché, c'est-à-dire les gens qui produisent des choses qu'ils nous vendent, qu'ils et elles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les vêtements et les textiles, aujourd'hui, représentent ou peuvent représenter un risque pour la santé? Oui. Alors, j'essaie de les identifier en plusieurs phases du vêtement. Donc, la fabrication, le portage et la fin de vie. Donc, si on regarde ce qui est dangereux à l'étape de la fabrication, on va regarder, moi je regarde d'un côté les matières naturelles, donc typiquement le coton. Le coton, ce qui est dangereux pour la santé, c'est l'utilisation de pesticides. Les pesticides ne vont pas se retrouver dans le produit fini. On ne retrouve pas de pesticides dans un t-shirt. Par contre, pour arriver à faire un t-shirt, on a dû répandre énormément de pesticides dans des champs de coton. Alors certes, c'est pas, ça ne touche pas directement, parce que souvent, ces champs de coton, ils sont loin de chez nous. Mais voilà, il va y avoir un effet direct et indirect sur la santé des populations là-bas. Voilà. Et puis ensuite, donc ça c'est la fabrication du coton et la fabrication des matières synthétiques. Donc ça, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui le savent. Enfin, moi, j'ai mis longtemps à vraiment le comprendre. Que tu portais du pétrole? Que je portais du pétrole, voilà. Que la viscose, le polyester, en fait, c'est fabriqué à partir des fonds de cuve de pétrole, quoi. C'est du plastique, en fait. Voilà. Le plastique, c'est du pétrole. Le polyester, c'est du pétrole. Et est-ce que c'est dangereux pour la santé de porter du pétrole sur soi? Alors, pas vraiment de façon directe, en fait. Mais par contre, ça entretient le marché du pétrole. Et moi, il y a un truc que j'ai compris aussi il n'y a pas longtemps, c'est que l'industrie fossile, elle n'est pas prête de s'arrêter parce que la voie de sortie des industriels du pétrole, c'est la pétrochimie et le plastique. On leur a dit, il faut arrêter de faire de l'énergie avec votre pétrole parce que ça émet des émissions de gaz à effet de serre, ça réchauffe le climat. Encore une fois, là, on se rend compte du mal un peu que ça fait, cette vision climato-centrée tout le temps. Donc le climat, il faut arrêter de faire des énergies fossiles. Ok, mais enfin, les gars, ils ont quand même encore envie d'exploiter le pétrole. Et donc ces cuves, c'est merveilleux, ça fait du plastique. Donc hop, redirection vers la production de produits chimiques faits à partir de pétrole, quoi. Donc le plastique, les pesticides. Et d'ailleurs, tu disais que qu'on commence à se rendre compte des effets sur la santé, mais en parallèle, la production de plastique, elle est exponentielle. Elle a fait x2, je crois, depuis les années 90, et on prévoit que ça fasse x3 à partir du chiffre de maintenant, en 2040. Donc il n'y a pas du tout une volonté de limiter les millions de tonnes de produits chimiques qui sont déversés dans l'environnement chaque année, quoi. Et là, tu touches un point important, c'est-à-dire que tu as parlé de l'impact sur la santé des travailleurs du coton au moment où ils manipulent les pesticides, mais l'impact collectif, il porte sur la pollution associée de l'air, de l'eau, des sols, c'est-à-dire que les pesticides ont une empreinte dans le sol, l'utilisation de ressources carbonées, charbon et autres pour faire tourner les machines pour fabriquer les vêtements qui sont à 90% encore aujourd'hui produits dans le bassin asiatique, dont le mix énergétique est ultra carboné. Tout ça émet des tas d'émissions qui ne s'arrêtent pas aux frontières. C'est donc le sac à dos écologique
d'un vêtement, quoi. Et en fait, c'est aussi un sac à dos sanitaire. Vas-y, raconte-nous le sac à dos écologique d'un vêtement. Ah non. Le sac à dos écologique, c'est bien, on dit bien comme ça, hein, le sac à dos écologique, c'est tout ce qui est caché, c'est pas vraiment caché, c'est pas une volonté de le cacher, mais tout ce dont on ne réalise pas qu'il faut pour produire quelque chose. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Et donc le sac à dos écologique, c'est quoi les casseroles de ton t-shirt, quoi. Voilà, c'est des pesticides, c'est la santé des travailleurs, c'est du pétrole, voilà. Et donc c'est pour ça que je parle de sac à dos écologique et sanitaire. Voilà. Est-ce que sur un vêtement, donc on a parlé, tu vois, des pesticides, mais tu peux nous lister ou illustrer aussi ce qu'on peut retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a une particularité dans le vêtement, c'est la multiplicité des composants, et notamment dans ta journée type, tu parlais de la déperlance des vêtements, etc. Où est-ce qu'on retrouve en fait des perturbateurs endocriniens dans un vêtement? Alors dans un vêtement et puis plus largement dans un textile, on va les retrouver dans tout ce qui est un peu technique et pratique, parce qu'en fait les perturbateurs endocriniens, c'est ça, c'est hyper pratique. C'est les vêtements déperlants, les kawé, les retardateurs de flamme qu'on met dans les tapis, les tissus qui recouvrent les canapés, les textiles d'ameublement, d'ameublement, dans les voitures aussi, et les peluches. Les peluches. Donc ça, c'est les retardateurs de flamme. Tout ce qui est anti-taches et imperméabilisant, ça va être ce qu'on appelle les PFAS. PFAS, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Et donc ça, c'est les deux là, retardateurs de flamme et PFAS, ce sont ce qu'on appelle des polluants éternels. Voilà. Parce que c'est des molécules qui sont tellement solides, elles ont été fabriquées pour ça, pour être super solides. Avec les PFAS, il y a des liaisons carbone-fluor super solides qui se dégradent jamais, que la nature ne sait pas dégrader. Et elles sont aussi volatiles. Donc, tout au long de la durée de vie d'un vêtement, elles vont être un peu relarguées, un peu comme ça, dans l'environnement, autour de nous. Et voilà, je sais plus où je vais en venir avec les PFAS, mais c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah oui, les phtalates. En fait, les phtalates, ça permet de faire des enduits et des impressions textiles. Donc, on va en retrouver dans, je sais pas moi, le simili-cuir, la maroquinerie, mais aussi les vêtements pour enfants avec des imprimés dessus. Et alors ça, c'est quand même incroyable, hein, mais pour montrer que la réglementation, elle est complètement défaillante à propos des produits chimiques et des perturbateurs endocriniens, c'est que les jouets pour enfants, les phtalates sont réglementés pour fabriquer des jouets pour les enfants. Par contre, pour les textiles à destination des enfants, il n'y a pas du tout de réglementation sur les phtalates. Voilà. Parce qu'on considère que quoi, tu vas mettre un jouet dans la bouche et que potentiellement tu vas être plus atteint, alors que finalement la peau c'est le plus grand des organes et... Ouais. Parce que de quoi? Pourquoi c'est pas interdit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ou simplement la réglementation n'a pas été mise à jour? Ça n'a pas été mis à jour parce qu'en fait on savait pas trop qu'il y avait des phtalates. C'est évident qu'un jouet en plastique, on voit que c'est du plastique et on voit que c'est pas bon pour la santé que les enfants le mettent à la bouche. Un t-shirt avec une impression Reine des Neiges, on va pas se dire que c'est dangereux pour la santé des enfants, quoi. C'est vrai que, alors ça, on va en parler après dans la partie plutôt solution, mais il y a un énorme décalage entre les découvertes scientifiques et la mise à jour de la réglementation, puisque malheureusement, et aussi de toute façon un manque de dialogue entre le monde scientifique et le monde industriel au global sur ces questions-là. Globalement, les effets de l'ensemble de ces molécules ou de ces composants que tu viens de nommer, c'est quoi? On a parlé de troubles hormonaux, mais il y a aussi des allergies, des irritations, un risque cancérigène aussi qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on sait finalement des conséquences sur la santé? On va mettre d'emblée de côté tout ce qui est irritant, allergisant, etc. Donc ça, c'est des expositions aiguës à souvent c'est des colorants qui sont allergisants. Donc quand on porte un vêtement, on peut avoir des problèmes qui vont être plutôt cutanés liés à tel ou tel produit qui est contenu dans le vêtement. Il y avoir eczéma, allergie, voilà. Et ensuite, il y a la question: est-ce que finalement c'est dangereux pour ma santé de porter un vêtement?
Est-ce que je me mets en danger quand je porte une petite robe en viscose? Eh bien, on n'en sait rien en fait. C'est au quotidien, on baigne dans un monde de produits chimiques. La plus grosse source d'exposition est alimentaire, ça faut le savoir, en termes de perturbateurs endocriniens. Mais l'exposition cutanée et respiratoire aussi. Par exemple, dans les chaussures, il y a des colles, il y a des solvants, il y a du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est cancérigène. Est-ce que si je sniffe ma chaussure, je vais avoir un risque de développer un lymphome dans 40 ans? On n'en sait rien. Évidemment, on ne sait pas. On peut pas dire. Tu vois, donc après, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de résumé sur les risques pour la santé des perturbateurs endocriniens, c'est que je me rends compte qu'on n'a pas, voilà. Mais en gros, on l'a évoqué à divers endroits sur la partie, mais non, parlons-en carrément. On a parlé un petit peu des divers troubles que tu pouvais avoir dans l'enfance, métaboliques et reproductifs, mais c'était saupoudré, donc carrément, si tu veux évoquer. Donc en gros, c'est pas parce qu'on est exposé à une molécule qu'on va forcément développer ces maladies-là. On sait que ce sont des facteurs de risque pour développer une maladie. Tu vois, si on prend la cigarette, par exemple, chaque personne qui fume ne va pas développer un cancer du poumon. Par contre, on sait que le cancer du poumon est lié au tabac, qui a un effet de facteur de risque négatif. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est pareil. Donc, finalement, qu'est-ce que ça peut donner comme maladie? Des maladies qui sont liées au système hormonal, donc des troubles de la fertilité. Et je fais un petit parallèle sur ces chiffres hyper inquiétants, mais qu'on commence à voir un peu dans les médias de masse sur la diminution du nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Le nombre de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de moitié en 30 ans. Voilà, donc troubles de la fertilité, malformation génitale chez les petits garçons et les petites filles, endométriose, SOPK. Peut-être on peut illustrer, tu dis malformation génitale, c'est très, c'est très vague, je pense, dans l'imaginaire collectif, mais il y a des choses concrètes, graves à mentionner. Donc c'est des petits garçons qui naissent avec le trou du pipi qui est pas bien situé et qui est situé vers le bas. Voilà. Ou alors ces petits garçons qui ont les testicules qui ne descendent pas. Mais ça c'est très clair, hein. On sait pourquoi. C'est parce que l'hormone qui fait descendre parce que chez un fœtus, les testicules, elles sont dans le ventre, elles sont pas dans les bourses. Et il y a je sais plus combien de grossesses. Tac, il y a un signal hormonal qui dit allez les testicules, hop, on descend. Et puis si le corps reçoit pas le signal, elle reste en haut. Donc il y a des petits garçons qui naissent avec les testicules qui sont pas dans les bourses. Et ça fait des problèmes de fertilité. Et voilà, cryptorchidie, hypospadias, micropénis aussi. Ambiguïté. Voilà. Donc ça, c'est malformation génitale. Et il y a quelque chose qui est très mal connu, c'est le diabète et l'obésité peuvent être provoqués par les perturbateurs. Une exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la vie fétale. Pourquoi? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est parce que c'est à ce moment-là que notre corps apprend à réguler le sucre et le gras. Voilà. Donc, et puis on voit en parallèle qu'il y a une augmentation massive, une espèce de pandémie d'obésité et de diabète de type 2 dans le monde, alors qui est multifactoriel, là encore une fois. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Les maladies, elles ont plein de causes. Et c'est pour ça que on va pouvoir agir sur toutes ces causes, finalement. Donc, je sais plus ce que je voulais dire avec le diabète. C'est sûr qu'il y a des études récentes aux US qui montrent que l'exposition par la flotte de certaines régions, comme notamment la Californie, est directement corrélée effectivement à des pandémies d'obésité, etc. Enfin, ça, c'est en train de sortir de façon vraiment, scientifiquement significative. Par l'eau? Par l'eau. Ah ouais, tu vois, en fait, il y a tellement... Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs qui sortent, des nouveaux chiffres, il y a de nouvelles compréhensions. Mais en parallèle, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et après, on parlera de la réglementation. Mais il faut, en moyenne, en Europe, il faut 7 ans pour interdire une molécule. Des PFAS, il y en a 10 000.
quoi. Dans 10 000 ans, tous les PFAS seront interdits, quoi. Voilà, et juste pour finir sur les maladies, parce que comme ça, au moins, j'aurais fait le tour. Les troubles neurodéveloppementaux. Ouais. Voilà. Donc, les troubles du spectre autistique, ce qu'on appelait avant, ça s'appelle plus comme ça, mais bref, les dyspraxies, dysphasies, dyslexie, les TDAH. Voilà. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Ouais. Voilà, et puis les pubertés précoces, bien sûr. Mhm. Puberté précoce, il y a un excellent article dans Cosette que vous pouvez aller consulter sur les pubertés précoces en lien avec les perturbateurs endocriniens. Moi, je ne savais pas du tout avant de m'intéresser à ce sujet. C'est 20% des petites filles qui sont en école primaire ont leurs règles. 20%. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et c'est énorme. Et en fait, les écoles sont pas du tout préparées. Avant, c'était pas du tout 20%. C'était, je sais plus quel était le chiffre, mais enfin, c'est une explosion de ça. C'est un truc à la con. Il y a pas de poubelle dans les toilettes à l'école primaire. Les portes des toilettes ne ferment pas à clé. Parce que, et c'est normal, un enfant de CP, il faut pas le laisser s'enfermer à clé dans les toilettes. Il est trop petit. Mais par contre, les gamines de CM2, qui ont leurs règles, sans qu'il y ait eu d'intervention à l'école pour sensibiliser les enfants, les garçons comme les filles, sur les règles, qu'est-ce que c'est, faut pas en avoir honte, etc. Mais en fait, les écoles sont pas prêtes, quoi. Voilà. Voilà, un peu trop. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur la notion d'obésité, de causes multifactorielles aux maladies. Je suis d'accord, et en même temps, je voudrais vraiment souligner que quelque part, la racine du mal, elle est la même. C'est-à-dire que si tu considères que l'obésité, c'est modification du lifestyle, donc plus de sédentarité, plus de bouffe transformée, plus de sucre, plus d'emballage en plastique, notamment dans les produits transformés. Tout ça, globalement, sert la même industrie, qui est la même qui va payer des gens à l'autre bout du monde pour mettre des pesticides dans ce qu'on va faire pousser plus rapidement, du cacao, du que sais-je, soit pour produire les fameux contenants qui vont servir à vendre des produits, soit pour produire les produits qu'on consomme eux-mêmes. Donc, je pense que c'est très important parce que ça illustre à la fois très bien la responsabilité des industriels, le caractère un petit peu figé du gouvernement nécessairement parce qu'ils sont en train de tous prendre dans la tronche sans comprendre ce qui leur arrive et avec une grande part de déni aussi pour la plupart. Mais ça, c'est un autre sujet. Et ça montre aussi, peut-être la conclusion et vers la partie solution, qu'il faut appliquer un principe de prévention et de précaution en toute chose. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, c'est peut-être ma prochaine question, mais à l'échelle déjà citoyenne, ayant lu ton livre et fait le constat de tout ça, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête de m'habiller ? Est-ce que je lave mes vêtements ? Avec quoi ? Qu'est-ce que je mange ? Tu vois, avec quoi je me lave ? Qu'est-ce que je fais auprès de mes enfants ? Ouais, alors, il y a une très bonne nouvelle. Encore une autre raison de moins paniquer, en tout cas. C'est que, là, c'est des études qui le montrent bien, parce que c'est pas très dur à prouver. Quand on change certaines habitudes de vie, par exemple, quand on arrête d'utiliser des cosmétiques, quand on diminue la liste de nos cosmétiques et qu'on prend plutôt des cosmétiques bio, on dose dans le sang les perturbateurs endocriniens et avant, après, et au bout de quelques jours, notre corps élimine les perturbateurs endocriniens. Alors, pas tous, parce qu'il y a ceux qui se stockent dans la graisse, etc. Mais les parabènes, par exemple, s'éliminent assez facilement du corps. Les phtalates aussi. Les phtalates, en quelques jours, on les élimine. Donc, le problème, c'est la recontamination. C'est la réexposition et la recontamination permanente. Donc, finalement, c'est ce que tu dis, tu as extrêmement raison. Hein, c'est une logique saine de sobriété chimique à adopter à son quotidien et qui a des effets positifs en cascade sur tout le reste de notre vie. Finalement, limiter son exposition aux produits chimiques, au plastique, aux additifs, aux pesticides, etc., ça revient à avoir un mode de vie éco-responsable, quoi. Enfin, écologique, je sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà. Moins de fast fashion, c'est bon pour la santé. Moins de fast fashion. Et la santé planétaire. Exactement, voilà. Donc, limiter ses cosmétiques, acheter de la bouffe bio. Ah oui, alors, il y a des trucs que j'ai pas dit, mais il y a un message que je voudrais faire passer, c'est aérer votre logement tous les jours. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, au minimum. Parce que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur.
Et ça, c'est ouf. Message de prévention de la santé publique. Étude US qu'il faudrait que je ressorte, mais à parté, aux États-Unis, dans les grandes villes, les chambres pour enfants, la quantité de composés organiques volatiles, donc qui sont des polluants, était mesurée 40 fois supérieure à dehors. Ouais. À cause du mobilier neuf et de toutes les conneries de peluches et jouets en plastique qui les entourent. Quand on regarde les niveaux d'imprégnation de la population en perturbateurs endocriniens, donc là, il y a plein d'études, notamment françaises, c'est ce qu'on appelle la cohorte Esteban, par exemple. On a dosé, on a regardé le taux de perturbateurs endocriniens. Donc, 100% des gens sont imprégnés. 100%. Donc, il ne faut même plus se casser la tête. Voilà, on est tous imprégnés. Mais les enfants sont plus imprégnés. Voilà. Il y a le taux de perturbateurs endocriniens est plus élevé chez les enfants que chez l'adulte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus souvent en intérieur, ils sont près du sol, et les perturbateurs endocriniens se concentrent dans les poussières domestiques. Donc, il faut laver chez soi avec une serpillière régulièrement, c'est important. Ils mettent tout à la bouche, dont le plastique. Ils respirent, ils ont une fréquence respiratoire qui est plus rapide, donc ils inspirent, ils expirent plus de fois. Et ils ont aussi un système de détoxification qui est encore immature. Donc ils éliminent moins les polluants. Voilà. Donc il faut protéger les bébés. Et ça, c'est encore, voilà, de tout ça, de tout ce que je dis qui peut paraître déprimant, en fait, ça a des conséquences ultra pragmatiques en termes de politique et de santé publique. Il faut protéger les femmes enceintes, il faut protéger les enfants. Il faut arrêter d'inonder toutes nos matrices de vie, tous nos objets du quotidien avec des produits qui rendent malades. Voilà. Et il y a des questions à se poser parce que nous-mêmes, on a appris à vivre avec tout ça parce que ces molécules, elles sont pratiques, elles rendent les objets beaux, colorés, résistants ou souples. C'est Stéphane Aurel qui disait les perturbateurs endocriniens, c'est le confort moderne qui se balade dans nos veines. C'est ça. Et nous aussi, il faut qu'on se pose la question en tant que consommateur, à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer, peser la balance bénéfice, utilité et risque pour la santé. Il faut qu'on se pose aussi cette question, quoi. Est-ce que je suis prête à renoncer à un vernis à ongles qui est super résistant ? En fait, pas forcément. Donc, je vais rediriger mon choix vers autre chose en termes de sobriété chimique. Et c'est OK. En fait, on peut pas être parfait, quoi. Ouais, à quoi il faut renoncer, mais aussi tout simplement, et alors là, on rentre dans des considérations beaucoup plus philo, mais après quoi je cours ? Et est-ce que vraiment j'ai envie de passer 12 heures de mes journées, 5 jours par semaine, à gagner du cash pour acheter des choses qui me rendent malade, fondamentalement pas beaucoup plus heureux, et qui en plus sont hyper délétères pour ce qui m'entoure, les gens autour de moi que je ne connais pas aussi, et les générations qui vont me succéder, y compris les miennes, de façon directe, tu vois. Là, on est dans des logiques de post-croissance et des réflexions, encore une fois, de changement systémique de notre manière de vivre et d'habiter le monde. Mais ça commence par se poser des questions, et cette question-là, elle est fondamentale, et elle est quasiment jamais abordée. En termes de responsabilité collective, planétaire, donc dans l'espace et dans le temps, quoi, transgénérationnel. C'est est-ce que je serais un bon ancêtre ? Voilà. Donc, tu parles d'éthique. Donc, il y a effectivement une éthique, une éthique individuelle. Mais moi, ce qui me pose un peu problème aussi, c'est vraiment, faut pas se culpabiliser à outrance sur qu'est-ce que je porte, comment je consomme, etc. Faut faire des choix qui sont finalement du bon sens, mais tout ça, faut que ça nous donne de l'énergie pour lutter collectivement contre ce qui abîme le monde et nos conditions de vie. Et c'est pour ça que moi, j'ai très envie. C'est pour ça que mon dernier chapitre, il s'appelle Guide. Attends. Voilà, attends. Guide à l'usage de celles et ceux qui subissent, qui décident et qui luttent. C'est parce qu'avec ce livre, j'ai voulu en faire une vulgarisation scientifique, sortir de la technique des perturbateurs endocriniens, parce qu'au final, on n'a pas besoin de savoir exactement comment ça marche pour prendre un principe de précaution, quoi, et pour s'en préoccuper. Voilà. Et donc, moi, j'ai vraiment envie que les décideurs, les décideuses et
les gens qui ont un pouvoir d'action et les dirigeants d'entreprise, ils lisent ce livre et ils comprennent que, ouais, il y a une responsabilité collective à agir. Et vite, parce que c'est plus une bombe à retardement, hein, les perturbateurs endocriniens. C'est une bombe qui a déjà explosé. Et là, il faut juste limiter la déflagration. Voilà. Voilà. Et justement, je voudrais qu'on parle un peu des actions éventuellement à mener à l'échelle d'une entreprise. Donc, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen. Ouais. Récemment, j'ai écouté un podcast sur un témoignage d'une personne responsable haut placée chez Levi's, sur une émission anglaise qui parlait justement de la question des PFAS. Alors, Levi's qui est critiquable à plein d'égards sur plein de raisons, voilà, notamment l'exploitation humaine, etc. Mais c'est pas la question vraiment sur les PFAS. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils expliquaient que au départ, les PFAS dans le vêtement, c'est vraiment une considération technique de déperlance, et c'est fait pour des vêtements de métier, pour des skieurs professionnels, pour des marins, pour des gens qui ont besoin d'être protégés des intempéries. Et en fait, malheureusement, ce sont aussi... donc déjà, tu peux l'appliquer à le skieur du dimanche qui va acheter une combi qu'il va utiliser 2 jours par an, sur laquelle il y aura des PFAS, alors que quand il skie, il fait très beau, qu'il n'est pas du tout dans des mauvaises conditions et qu'il n'en a pas besoin. Mais par défaut, l'industrie s'est emparée de ça à grande échelle. Mais plus grave encore, et c'était le cas de Levi's, il y a des considérations juste esthétiques. C'est-à-dire que la meuf disait, on a sorti un jean, un équivalent de jean de Docker vraiment hyper résistant, et qui était recouvert de PFAS parce que ça lui donnait une main un peu particulière, et ça a été un carton. Quand ils se sont rendus compte que les PFAS, c'était un énorme problème, ils ont cherché à changer, finalement, à substituer. Ils ont tenté tout un tas de trucs, la cire, etc. Et il n'y avait jamais le même résultat. Donc forcément, ça a été un énorme flop. Ils ont décidé d'arrêter la commercialisation. Mais j'ai trouvé qu'en soi, le raisonnement était déjà absurde. C'est-à-dire que on va commencer par essayer de substituer et trouver une autre solution à un besoin qui n'existe pas. Versus se poser d'emblée la question de, en fait, on arrête et puis on produit autre chose et on produit différemment. Donc, toi, si demain tu t'adressais à n'importe quelle boîte de mode, quel serait le cheminement que tu les inviterais à suivre ? Je vais imager ce thème de la substitution par le bisphénol A dans les biberons. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu parce que c'est la France qui a réussi à faire interdire les bisphénols A dans les biberons à l'échelle de l'Europe, puis dans les contenants alimentaires destinés aux enfants. Le problème, c'est que le bisphénol A, c'était super pratique. Ça permettait de faire en sorte que le plastique il soit à la fois solide et transparent. Voilà. Super, le bisphénol A. Et donc, il a été interdit. Ça a pris une dizaine d'années. Et il a été remplacé par d'autres bisphénols. Le bisphénol S, le bisphénol F. Et évidemment, c'est un des analogues de la molécule. Et donc, on commence à voir qu'ils ont les mêmes effets sur la santé que le bisphénol A, mais qu'en plus, ils restent plus longtemps dans les organismes et que nos organismes, ils ont plus de mal à les éliminer. Ça s'appelle une substitution regrettable. Donc, attention, effectivement, à pas se poser les mauvaises questions. C'est bien une réflexion sur l'usage de la chimie qu'il faut avoir. Voilà. Donc, conseil aux entreprises, en fait, c'est très compliqué. Moi, je suis pas dans une logique de marché, d'intérêt économique. Je ne sais pas comment on dirige une entreprise et je ne sais pas comment on réoriente une production vers des choses saines. Mais encore une fois, je pense qu'il faut du pragmatisme, du bon sens et se dire que les gens... Enfin, il y a un tournant à prendre, quoi. Aujourd'hui, les gens, ils comprennent, ils sont capables de comprendre que ça, on ne le produit plus parce que c'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour la santé. Peut-être même avec l'argument pour la santé, c'est l'argument qui est encore plus fort. Et ça marche. Carrément. Ça marche parce que c'est pas clivant. L'écologie, c'est clivant, c'est de droite, c'est de gauche. La santé, c'est pas clivant, quoi. Personne n'a envie d'être en mauvaise santé. Ouais, tu dis d'ailleurs dans ton livre que la santé, c'est un des leviers impensés de l'écologie. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est là, je rejoins pourquoi les médecins doivent être lanceurs d'alerte. Et ça convoque, en fait, c'est parce que tu vas convoquer directement l'humain. Tout le monde a eu un proche qui a
connu un cancer ou des problématiques, ou bien un enfant potentiellement qui est malade. Et c'est vrai que c'est un super levier. C'est un peu désespérant d'en passer par là, mais c'est un super levier. Est-ce que tu as quand même des recommandations hyper pratiques, tu vois, sur l'usage des matières, certaines certifications, labels? Est-ce qu'il faut aller, tu vois, vers du GOTS, vers des matières naturelles? Ouais, alors clairement, privilégier le coton bio, ça sera toujours plus vertueux que de ne pas le faire. Ouais. Voilà. Et en plus, j'ai lu que c'était pas forcément plus cher. Le surcoût était pas énorme entre le coton bio et le coton pas bio. Voilà, c'est une vraie discussion parallèle. Alors pour le coup, j'invite tout le monde à écouter la rediff de l'émission qu'on avait fait avec Véja sur le coton conventionnel, biologique, agro-écologique et régénératif. En fait, les coûts des marchés, les marchés les coûts sont fixés différemment dans les marchés et c'est très fluctuant aussi en fonction, notamment des conditions climatiques qui font que ta récolte est plus ou moins fructueuse. Donc, c'est pas un terrain sur lequel on peut s'aventurer là, mais il y a 1h30 d'épisode à écouter là-dessus. Ok. Donc oui, des matières plutôt naturelles pour éviter d'entretenir le marché du pétrole et de la pétrochimie, puisqu'on a dit que c'était ce qui continuait à faire fonctionner les industries fossiles. Là, maintenant, ça allait être le plastique et la pétrochimie. Ouais. Donc, faire le choix de privilégier plutôt des matières synthétiques, finalement, c'est aussi très vertueux. Voilà. Et puis, quoi d'autre comme conseil en termes de label Ah oui, en termes de label. Ah ouais, ça, alors ça, je m'y connais pas énormément. Donc, je sais que le label GOTS, a priori, c'est garanti sans pesticides et perturbateurs endocriniens. Mais je suis même pas sûre. Et puis, en plus, c'est difficile de garantir quelque chose. En fait, si on ne cherche pas une chose, on ne va pas la trouver. Donc, aujourd'hui, il y a des molécules, on ne sait même pas quels sont perturbateurs endocriniens. C'est des molécules, elles subissent plein de transformations au cours de leur vie. Donc, ça s'appelle, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est des métabolites, quoi. Il y a une molécule qui se dégrade, ça devient une autre molécule. Et en fait, on va chercher la molécule princeps, mais on va pas chercher son produit de dégradation. Et donc, on va dire, non, c'est bon, il y en a pas. Alors qu'il y a le produit de dégradation. Enfin, voilà. Donc, compliqué. Ouais, donc principe de précaution. Principe de précaution, voilà. Pour rentrer dans des considérations un petit peu plus politiques, qu'est-ce que tu conseillerais d'appliquer? Je voudrais qu'on parle de Reach après, mais par exemple, tu vois, le concept du pollueur-payeur, est-ce que c'est quelque chose, c'est une chose pour laquelle il faut se battre et croire? Ouais, alors, principe du pollueur-payeur, la dépollution de l'eau, ça coûte cher à la collectivité. Ça coûterait, j'avais lu un chiffre, ça coûterait 10 milliards d'euros de débarrasser l'eau de ces PFAS en Europe. 10 milliards d'euros pour des multinationales et des grandes entreprises, c'est pas la mer à boire. Par contre, les deniers publics, non, c'est pas possible. Donc oui, principe du pollueur-payeur, oui, évidemment. Mais attention, là encore une fois, à l'effet rebond. C'est pas parce qu'il y a la dépollution que ça doit autoriser la pollution. Voilà. Donc, faut pas se poser les mauvaises questions. En termes de réglementation, il faut réglementer évidemment par famille chimique. Donc, tous les PFAS, tous les bisphénols. Plutôt qu'une molécule après l'autre, ce que tu disais. Plutôt qu'une molécule après l'autre, parce que le bisphénol A va être remplacé par le B, C, D, E, F, et puis on va mettre 10 ans à l'interdire à chaque fois. Voilà, on a dit qu'il y avait 10 000 PFAS, il n'y en a que 2 qui sont interdits en Europe. PFOA et PFOS. Et là, il y a une étude qui est sortie il y a, je crois, 2-3 jours, qui montre que ces 2 molécules sont cancérigènes. Voilà, donc réglementé par famille, pour éviter les substitutions regrettables. Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette histoire de seuil. En fait, la science, la réglementation, elle est à la traîne des savoirs scientifiques sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'on continue à parler de seuil, de dose, de dose à ne pas dépasser. Mais pour les perturbateurs endocriniens, ça n'a aucun sens. On l'a évoqué en disant qu'il n'y en avait pas, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de sens, parce que ça va avoir un effet à toute petite dose. Donc ça ne sert à rien de dire, attention. Attends. Il y a eu un truc là absolument incroyable où on a revu les seuils à la baisse avec un facteur 20 000 pour je ne sais plus quelle molécule. Tu vois, non, ça n'a aucun sens en fait. Et c'est d'autant plus un problème que les seuils sont notamment dictés par la réglementation REACH en Europe, qui non seulement n'a pas été révisée depuis
2009. J'allais 6? dire 2007. Ouais, 2007, depuis sa 2007. création en fait. Depuis sa création, Ouais. donc ce qui est une aberration totale qui devait être révisée l'année dernière, qui ne va pas l'être cette année, qui Non. va peut-être l'être en 2024. Et c'est ce qui fait que, notamment, quand on importe des produits Chine et qu'on cherche des seuils de détectabilité de tel ou tel produit toxique, on dit non, en fait, c'est bon. On a commandé random 50 produits, puis ils sont en dessus, ils sont en dessous, ils sont juste à la limite inférieure de la normale, mais il n'y a pas de problème. Alors que ce sont des produits, on va pas le refaire l'histoire, mais qui sont toxiques de la conception à l'usage à la fin de vie. Ouais. Donc ok, Rich. Et surtout les seuils, c'est marrant, les seuils sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Il y a des pays où, pour, je sais plus, tel ou je sais plus quel PFAS là, où les seuils c'était donc ça, c'était en termes de concentration dans l'eau, il me semble. Il faut pas dépasser 5 nanogrammes par millilitre par semaine de exposition. Ouais. Et puis, donc je crois que c'est Danemark qui dit 5. Et puis nous, l'Europe, elle dit 100. La France, elle dit 75. Donc ça n'a plus aucun sens. Il faut une harmonisation. Faut que... Donc, régulation harmonieuse à l'échelle européenne. Lobbying positif aussi, j'imagine, pour aller tacler... Ouais, lobbying positif. Oui, disons que derrière chaque eurodéputé, il y a un lobbyiste aujourd'hui. Hein. Et les lobbies, c'est pas un truc obscur qui se fait en secret derrière un rideau. C'est vraiment un vrai métier avec des vrais gens, en général, qui sont super sympathiques. C'est un peu comme les visiteurs médicaux que nous, on connaissait à l'hôpital, qui venaient, ils nous apportaient le petit-déj en salle de staff. On était trop contents. Ça, c'est du lobbying, en fait. Et les lobbyistes à Bruxelles, c'est pareil. Ils sont trop sympas. Ils nous invitent à bouffer au resto. Ils passent le bonjour à ta femme, machin. Et voilà. Et en fait, c'est... Et puis, ils font leur taf, surtout. Ils font leur taf, c'est juste des gens qui travaillent pour des groupes aux intérêts privés, financiers. Voilà. Et ça vient complètement à l'encontre de un endroit, donc le Parlement européen, qui est censé faire des lois pour protéger la santé publique. Et donc, c'est santé publique versus économie de marché. Non, c'est un problème, quoi. Les lobbies ne peuvent pas toujours être assis à la table des décisions politiques qui se prennent. Ils peuvent être assis à la table, mais ils ont un pouvoir d'influence qui est absolument énorme, avec sans cesse les mêmes arguments. C'est les emplois, c'est le marché, la bonne santé économique. Donc finalement, on en arrive à... c'est quoi le bon indicateur de santé d'un pays, quoi. C'est Éloi Laurent qui dit ça, c'est qu'il faut... Aujourd'hui, c'est le PIB. Hein. Voilà, c'est le PIB. Aujourd'hui, c'est le PIB. Et en fait, le PIB, c'est complètement absurde. Ça va à l'encontre de l'écologie, ça a bien été montré. Donc, la croissance verte, ça ne marche pas. Hein, ça, c'est une fausse bonne idée. Et ça va aussi à l'encontre de la santé publique. Donc, Éloi Laurent, qui est un économiste de la santé, il fait partie des gens qui essayent de proposer de changer d'indicateur de bien-être d'un pays et de le remplacer par l'indice de développement humain comme au Bhoutan, quoi. Voilà. On en parle aussi, je renvoie tout le monde à l'épisode avec Timothée Paric sur la question de la décroissance. Ok, alors le temps file, mais peut-être pour conclure, tu disais donc santé égale levier impensé de l'écologie. Aujourd'hui, si tu devais... passer un message, sans que ce soit un slogan, tu vois, mais aux acteurs de la santé, que ce soit pour agir ou peut-être même tout simplement se former et s'informer, ce serait quoi? Aux acteurs de la santé, alors, il y a un moment, il y a une discipline où cette thématique des polluants chimiques, elle est plutôt bien... abordée et plutôt bien transmise aux patients, c'est la période de la grossesse. Dans les maternités, il y a maintenant des ateliers qui s'appellent les ateliers nesting, comme le nid, faire son nid, pour apprendre aux femmes enceintes à créer un environnement sain et non toxique pour les bébés. Donc, on va leur expliquer, attention aux cosmétiques. Ça, pourquoi c'est problématique? C'est parce que 90% des personnes qui reçoivent ces enseignements-là, ce sont des femmes.
Voilà. Donc déjà, mon premier message à faire passer, c'est, chers collègues médecins, c'est quand vous abordez, que si vous avez envie d'aborder des sujets de comment se protéger pour éviter les perturbateurs endocriniens, faut s'adresser aux hommes comme aux femmes, en fait. Pourquoi ? Parce que les hommes aussi sont touchés par les perturbateurs endocriniens et parce que les femmes ne peuvent pas porter, encore une fois, la charge de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé et de faire attention et de prendre soin du bébé, prendre soin des enfants, prendre soin des malades et des personnes âgées, prendre soin de sa maison. Ça, c'est voilà, et c'est ce que je dis un petit peu dans le bouquin, c'est que comme les tâches domestiques, c'est quelque chose qui est encore très genré aujourd'hui. La domesticité, c'est les femmes, hein, principalement, enfin pas principalement, mais bref, et que les perturbateurs endocriniens, c'est dans les objets du quotidien. Faut faire attention à ce que ça devienne pas une nouvelle charge environnementale genrée, quoi, pour les femmes. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté, enfin pas du tout aparté, parce que pour moi, c'est vraiment au cœur du problème. C'est le temps, enfin ça a des conséquences directes en termes de mesures politiques sur le congé parental, enfin le congé paternité, par exemple. Si les futurs darons, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils retournent au boulot, s'ils apprennent pas à s'occuper de leur bébé de façon saine, dans un environnement sain, à faire du zéro déchet, à faire la bouffe maison, etc., les choses ne pourront pas changer. Donc, il faut remobiliser les hommes autour de la question des perturbateurs endocriniens et de la pollution chimique. Déjà, ça, c'est un premier message. C'était pas vraiment à destination des soignants, ce message, à destination de tout le monde. Voilà. Message à l'intention des soignants, formez-vous. Formez-vous, il y a plein de documentation partout. Franchement, c'est pas la peine de faire un DU pour savoir tout ça, quoi. C'est même votre devoir de faire de la biblio sur ces sujets. Exactement. En continu. C'est l'actualisation des connaissances. Donc, je peux vous conseiller un super journal qui s'appelle le Lancet Planetary Health, voilà, qui est un peu le magazine de référence sur ces sujets-là. Et voilà, c'est globalement, vous y apprendrez beaucoup de choses et ça suffit, quoi. Enfin, voilà, il y a assez de savoir, il n'y a pas besoin d'en produire plus, il n'y a pas besoin d'avoir un super diplôme en machin pour pouvoir faire de la prévention auprès de ces patients. Vous pouvez aller sur le site du Collège de médecine générale, où il y a des recommandations à l'usage des médecins et des soignants sur ce qu'on appelle la santé planétaire, quoi. Et peut-être aussi pour, j'allais dire, dépassionner le débat, ou avoir moins peur de la dimension politique de la question écologique dans la santé, ouvrir aussi des espaces de dialogue au quotidien, dans les services, en parler avec ses collègues, proposer une réunion hebdomadaire ou mensuelle sur qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que par exemple les carafes en plastique, c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on a besoin de tant de déchets dans un bloc opératoire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer son patient avec des choses simples et une petite checklist et globalement une stratégie de petits pas au sein même de son milieu de travail. Comment on mange le midi au self ? Est-ce qu'on ferait pas une petite réunion avec la nutritionniste du comité de nutrition de son hôpital pour mettre les chaussures à table et dire si on mettait plus de légumineuses, moins de viande, moins de plastique, etc. Voilà. Est-ce qu'on ne décrocherait pas dans la salle d'attente le poster qui indique 3 produits laitiers par jour ? C'est ça. Ouais. Écoute, sur la dimension écoféministe et la charge mentale écologique au sein des couples, je te proposerai un deuxième épisode où j'invite les gens à lire ton dernier chapitre. Merci beaucoup Mel, c'était vraiment riche et passionnant. Quelles sont les prochaines étapes ? Donc là, tu es en pleine promo. Par la suite, je suis en pleine promo. Donc là, je viens de commencer un nouveau poste en santé scolaire à Paris, dans le 19e arrondissement. Et j'ai très envie de développer des projets de prévention et de promotion de la santé au sein des écoles sur plein de thématiques. Donc la pollution, les perturbateurs endocriniens, évidemment. Le climat, mais aussi typiquement la puberté précoce, la prévention des violences sexuelles, les écrans, plein de sujets. Et la santé scolaire, c'est quelque chose qui est très très méconnu de tout le monde, des médecins, des
des parents, de tout le monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que personne ne veut faire ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est extrêmement intéressant. On a un pied dans la pratique, un pied dans la prévention. On travaille avec plein de gens. Voilà, donc je fais la promotion de ce métier. Si vous êtes médecin et que vous m'entendez, intéressez-vous à la santé scolaire. Parce que c'est extrêmement enrichissant et on a un petit pouvoir d'action assez sympa. En tout cas, on est à la bonne place pour travailler, pour faire des politiques publiques favorables à la santé. Voilà. J'ai envie de conclure sur le morceau de Medine qui dit vaut mieux construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. Je suis pas 100% alignée avec cette déclaration, mais en tout cas, c'est cool de se dire qu'on va pouvoir former des futurs habitants un peu plus respectueux de leur écosystème grâce à des plans comme ça. Et je serais ravie, blague à part, de voir que ça peut être, pourquoi pas, un pilote déployable dans d'autres régions et sur l'ensemble du territoire. Donc, à fond pour suivre ça de près et t'accompagner, si tu veux, sur la partie qu'est-ce qu'il faut mettre dans son placard ou éviter. Merci beaucoup, Mel. Merci, Victoire. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.